es Kwame et tu es Nathan. Vous êtes respectivement élève et directeur de l'école 42 ici à Fremont. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque c'est la première job fair. Exactement. Donc, il s'agit de l'ouverture des premières entreprises qui viennent pour recruter les étudiants de 42 sur la Silicon Valley. Donc, on a acheté le bâtiment en février 2016. On est arrivé pour installer l'école jusqu'en juillet. 11 juillet, nous avons ouvert les premières épreuves de sélection de la piscine sur les US. Et la première rentrée a lieu en septembre. Donc nous sommes quelques 10 mois après le lancement. Et les premiers étudiants, on estime, commencent à avoir un niveau suffisamment correct pour prétendre à pouvoir trouver soit un travail de junior engineer ou un internship, c'est-à-dire un stage. Un stage. Alors, bon, l'école 42, qu'est-ce que c'est? Parce que on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé à Paris. Ici, c'est peut-être un petit peu moins connu. Ça existe depuis combien de temps? 4 ans maintenant à Paris? 2013, l'ouverture. Voilà, ouais. Et donc, c'est une école qui n'est pas classique. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le principe même de 42, c'est, pour faire extrêmement simple, on estime qu'aujourd'hui, on est en train de changer le monde. On était dans un monde qui était le monde de l'ère industrielle et aujourd'hui, on rentre dans l'ère du digital. Ça se voit très très bien. En 2008, la ville de Détroit a fait banqueroute. La ville de Détroit, c'est le fleuron de l'industrie mondiale. Elle a fait banqueroute et dans le même temps, Facebook était évalué à, je sais pas, plusieurs milliards de dollars. Pour les Français qui nous écoutent, aujourd'hui, la valuation en bourse de toutes les entreprises du CAC 40 n'atteint pas la valuation du GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc on voit bien qu'il y a des signes extrêmement forts qui démontrent qu'un peu comme en 1800 on est passé de l'ère agricole à l'ère industrielle, et bien maintenant on est en train de passer de l'ère industrielle à l'ère digitale. Alors, certains parlent de troisième, quatrième changement. Voilà. Donc l'école 42, c'est quoi le principe? C'est quoi le principe de l'école 42? Le principe de l'école 42, c'est de fabriquer une école qui est faite pour former des jeunes adaptés à l'ère numérique dans laquelle nous rentrons. Car on estime que l'école classique telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas faite pour préparer les jeunes à l'ère numérique, mais bien évidemment faite pour préparer les jeunes à l'ère industrielle. Et donc elle a, pour faire simple, un train de retard. Oui, d'accord. Alors, Nathan, tu es là depuis 2 mois. Oui. Tu viens de France. Exactement. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, bon, tu arrives au bout de ton séjour là, donc raconte-moi un petit peu ce que tu as fait. Donc, je suis étudiant en France depuis septembre 2016. Donc, ça va faire bientôt 1 an que je suis étudiant en France. À l'école 42. À l'école 42. Et 1 mois avant d'arriver aux États-Unis, on reçoit un mail de l'administration nous demandant si on aimerait passer quelques mois à Fremont pour étudier avec les étudiants américains. Donc continuer sur les mêmes projets qu'on a à Paris, faire de nouveaux projets qui sont spécifiques à 42 US et aussi et surtout rencontrer des étudiants américains, travailler avec eux, voir sa nouvelle culture. Et enfin, et une des raisons principales à mon avis pour laquelle 42 US s'est installé ici, c'est qu'on sait que la région de la Silicon Valley est celle qui forme une majeure partie des ingénieurs et surtout qui embauche énormément d'ingénieurs aujourd'hui, ingénieurs et développeurs. Donc c'est très intéressant pour une école comme 42 et un étudiant comme moi qui veut devenir développeur de venir ici. D'accord. Alors ça s'est passé comment quand tu es arrivé? Quelle différence tu as vue par rapport à ce qu'il y avait à Paris? Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a très peu de friction quand on arrive à 42 US parce qu'on a le même système qui fait tourner notre intra de 42, on le retrouve ici. Donc on peut atterrir, se connecter à notre ordinateur et continuer sur le même projet sur lequel on était à Paris. Alors, il y a combien d'étudiants ici français par rapport aux étudiants américains? Ça fait combien? Alors à peu près, il y a 350 étudiants américains qui sont registered et on a à peu près une quarantaine de Français qui tournent régulièrement pour l'instant. Qui tournent, donc ils viennent ici pendant 2 mois, 2 mois, 3 mois et ils repartent. Exactement, et on a même des étudiants américains qui partent sur Paris de temps en temps. D'accord. Alors, comment est-ce que qu'est-ce que tu apprends?
Alors, en ce moment, pour donner un bon exemple de ce qu'on fait, il y a un nouveau projet qui vient de se créer à 42 US. On apprend à utiliser une interface voix utilisateur, donc, qui permet de commander l'utilisateur rien qu'avec la voix, un peu au modèle de Siri, en se basant sur un système de machine learning qui a été développé par une université américaine. Et donc, très pratiquement, donc, ce projet est développé en C, le langage qu'on apprend dans, on va dire, les 9 premiers mois à 42. Donc on doit, là en l'occurrence, on doit apprendre à utiliser une librairie pour commander l'ordinateur grâce à la voix, tout ça en C. Donc c'est le langage phare de 42, puisque la première piscine de 42 se fait en C. La piscine est la période de sélection, où en même temps on apprend un langage et en même temps on est sélectionné tous les jours en passant des nouveaux projets, en faisant des nouveaux exercices. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de cours. Donc, comment ça fonctionne? Comment tu apprends? Comment ça marche? Alors, tout commence par une piscine. Tous les nouveaux langages importants commencent par une piscine. Par exemple, quand on commence à apprendre le C, il faut commencer par la piscine en C qui est obligatoire. Mais après, pour passer au web, il faut commencer par une piscine PHP. Pareil pour Alors, c'est quoi une piscine, plus précisément? Une piscine, c'est une période de 1 mois ou une période un peu plus courte de 2 semaines où on va découvrir un langage. On va le découvrir de manière très pratique. Dès le premier jour, des premières heures, on va nous demander de coder dans ce langage, un langage qu'on ne connaît pas encore. Et les difficultés qu'on pourra rencontrer, il faudra les surmonter soit tout seul, en s'aidant d'Internet, soit en s'aidant d'autres camarades qui sont avec nous dans cette piscine, ou bien qui ont plus d'expérience. À Paris, on peut trouver des étudiants qui ont déjà fait 2-3 ans, par exemple, de C++ ou de PHP, qui pourront extrêmement nous aider lors de notre piscine. D'accord. Alors, mais vous êtes en compétition avec plein d'écoles, parce que cette école est gratuite. Alors, l'éducation, c'est pas une compétition. Déjà, pour commencer, tout de suite. Donc, il faut quand même remettre les choses un peu dans un contexte un peu plus global. L'idée, quand même, si on essaie de prendre un peu de recul, aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour éduquer une population. Donc, la question de la concurrence, pour moi, s'arrête là. Nous estimons d'être en concurrence strictement avec personne. Donc, on n'a aucun compétiteur. On est au contraire, pour nous, un des grands axes du digital, c'est de travailler sur l'innovation. Et pour travailler sur l'innovation, il est impératif que les écoles travaillent ensemble. À savoir donc que la norme qui aujourd'hui veut que les marketeurs travaillent d'un côté, les informaticiens travaillent de l'autre, les médecins travaillent de l'autre, empêche violemment, mais alors extrêmement violemment, quasiment annihile toute capacité d'un étudiant à innover. Parce que vous n'inventerez jamais quelque chose tout seul. Vous inventerez quelque chose avec les autres. Parce que ça demande, pour inventer des nouvelles choses, des nouveaux objets, il faut aller chercher de puiser dans son expérience. Et globalement, un jeune de 18 ans, ça n'a pas d'expérience. Ça a 18 ans, ça fait grand-chose. Donc, pour réussir à aller travailler et à récupérer de l'expérience, il est impératif d'ouvrir à minimum son assiette de vision en n'allant pas que chercher ses copains informaticiens avec qui on bosse à côté de soi toute la journée, mais au contraire d'aller chercher des gens en médecine, en marketing, en design, en école d'architecture. Donc ça, c'est très important. D'où cette notion de projet sur laquelle tout le monde travaille ici. C'est le point, j'ai pu comprendre que c'était le point central, ça marche par projet. Voilà. Donc, ça fonctionne par projet. Le principe de l'école, c'est pas que les étudiants apprennent quelque chose. Encore une fois, la valeur du savoir aujourd'hui a beaucoup baissé, non pas dans le sens de sa qualité, je parle entre guillemets de son tarif, le coût qu'on devait payer à une époque. À une époque, vous vouliez devenir physicien en quantique, c'est très compliqué, vous devez aller voir les bons profs au bon endroit dans la bonne fac. Aujourd'hui, vous voulez devenir physicien en énergie quantique, en quantique par exemple, en physique quantique. Vous allez sur Internet, vous écrivez « Je veux devenir un physicien en physique quantique » et vous allez trouver une série de cours, en général accessibles plus ou moins gratuitement, qui vont vous emmener à devenir ce niveau de physicien. C'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer. Donc cette valeur-là, elle a beaucoup baissé. Donc la valeur, c'est pas pour nous de dire on va refaire les cours qui existent déjà sur Internet, ça sert à rien. C'est de mettre les gens dans une situation où ils vont pouvoir accumuler ces ressources, en profiter
et les utiliser. Voilà, donc il faut apprendre à trouver la ressource, apprendre à la manipuler, apprendre à travailler avec les autres. Je rappelle que, comme disait Sartre, l'enfer c'est l'autre, donc c'est très dur de travailler avec l'autre. Au lycée aujourd'hui et dans tout le système, globalement, quand on travaille à deux, on appelle ça tricher. Toute la vie, on appelle ça collaborer. Donc nous, on veut fabriquer des collaborateurs et on veut qu'ils apprennent à se casser les dents sur les problématiques de groupe, de travailler à plusieurs pendant l'école et non pas quand ils seront en train de travailler en entreprise. Alors, un problème qui me titille, c'est l'évaluation. Comment est-ce que vous évaluez tous vos élèves? Alors l'évaluation, c'est encore une fois... Je sais. Encore une fois, l'évaluation, c'est une vue de l'esprit. Donc, c'est une vue de l'esprit qui est très ancrée dans le système éducatif classique et qui ne nous intéresse pas. Pour faire super simple, ça ne nous intéresse pas et elle n'a aucune valeur. Aujourd'hui, quand vous êtes face à un problème, vous faites un peu de maths, un peu de physique, un peu d'histoire, un peu de social, vous allez rechercher des ressources autour de vous et avec tout ça, vous résolvez le problème. Il n'y a personne qui arrive en vous disant « Ah, ben vous aurez 4,5 en maths, 18 en ressources sociales et je ne sais pas quoi. » Alors, donc nous, on ne le fait pas. Parlons d'évaluation. Comment est-ce que vous vous assurez que les connaissances dont ils ont besoin sont acquises? On ne peut pas s'assurer que les connaissances dont ils ont besoin sont acquises, puisque par définition, je ne définis pas les connaissances qu'ils ont à acquérir. D'accord. Donc je ne peux pas le faire, donc je ne le fais pas. Donc on ne fait pas ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on évalue si le projet il fonctionne ou il ne fonctionne pas à la fin. Et nous, on a fait une délégation de pouvoir aux étudiants, parce que ça ne nous intéresse pas de noter les étudiants, donc les étudiants s'évaluent entre eux. Donc c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer correcting, donc c'est une notion qu'on a introduite qui permet aux étudiants entre eux d'évaluer si le projet fonctionnait ou pas. C'est-à-dire que, supposons qu'un étudiant soit à la traîne, il ne s'y suit pas, il va être évalué par ses pairs, et soit il va essayer d'attraper, il va pouvoir rattraper, soit il ne peut pas rattraper, il est obligé de partir. Alors, il n'est pas du tout obligé de partir. Mais il va partir de lui-même, en fait. Alors, il y a plusieurs solutions qui vont se passer à partir de ce moment-là. Nous, d'abord, l'idée, c'est de dire que l'éducation, c'est pas une course de vitesse. Encore une fois, on n'est ni compétiteur, ni en train de faire une course. Donc, pour nous, un jeune, ça vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec des contraintes de plus en plus complexes autour de lui. Et aujourd'hui, pour lui, c'est très dur de réussir à s'adapter au carcan du système scolaire classique. Donc nous, on a enlevé le carcan. Donc un étudiant chez nous peut arriver quand il souhaite, partir quand il souhaite, et surtout, il peut apprendre à sa vitesse. Donc si Nathan apprend un projet en 3 semaines, et que son collègue l'apprend en 3 mois, franchement, quelle est la différence pour Chacun sa vitesse. Chacun sa vitesse. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à la fin de la fin, quand ils vont sortir, peut-être Nathan en 1 an, peut-être lui en 3 ans, ils auront le même niveau. Donc moi, je garantis le niveau des étudiants, pour faire simple, en sortant, mais je fais pas il n'y a pas d'histoire de trucs au rabais. Ce niveau, c'est qu'ils sont capables de résoudre un certain type de problème proprement. Voilà, ils sont capables de résoudre des problèmes proprement, de les faire, de trouver des solutions aux problèmes. C'est une question très importante pour les questions d'innovation plus tard. De le faire en travaillant en groupe. Ils vont être capables de faire les problèmes, c'est-à-dire ils vont être capables de trouver des solutions aux problèmes et de les implémenter en allant chercher les ressources autour d'eux qui sont les plus importantes pour résoudre le problème dans le contexte dans lequel on demande la résolution du problème. Et ensuite, ils vont être capables d'évaluer si ce qu'ils ont fait était finalement aller résoudre le problème qui était demandé. Voire même aller encore plus loin dans ce qu'ils vont être capables de faire. Et c'est vraiment ça qu'on veut qu'ils aient en eux. D'accord. Alors revenons sur la job fair. C'est la première job fair. Quel est le feedback que tu as sur quelles sont les sociétés qui sont intéressées, qu'est-ce qu'ils viennent voir, qu'est-ce qu'ils viennent faire, comment ça se passe? Alors déjà la première chose, c'est que dans la Silicon Valley, il y a énormément de Français, c'est très connu, les ingénieurs français sont très appréciés ici, de manière globale. Donc, il y a une bonne image déjà. C'est une bonne image. Après, comme on soit, c'est clair que ça fait quand même assez longtemps pour avoir été animé d'autres établissements en informatique, on a un peu fourni tout le monde, donc on est un petit peu connu dans le coin. Donc évidemment, dans un premier temps, quand on a dit hop, on arrive avec 42, évidemment tous les ingénieurs français qui sont situés comme Louis Monnier, qui est le Chief of Science de Airbnb, ou Grégory Renard de X-Brain, ou Grégory Senet qui vient de Panasonic, qui pour des raisons personnelles ne peut pas venir aujourd'hui
et c'est pas très grave. Enfin bon, tout ça font que, évidemment, ces gens-là viennent très rapidement nous voir en disant, bon écoutez, on a besoin de quelqu'un, etc., etc. Donc après, voilà, ils vont commencer à trouver des gens. Donc vous avez votre premier on a un premier terrain, c'est les Français. Voilà, c'est les Français, donc ça c'est très facile à attraper, et il y en a énormément. Il y en a énormément. Et puis ces Français, ils parlent autour d'eux, parce qu'eux aussi ils ont un réseau, et cette fois on parle d'entreprises américaines. Et par exemple, on a FileMaker, avec qui on va signer. Il y a des Français là-dedans. Il y a beaucoup de Français aussi. Dans l'occurrence, là, c'était des FileMakers, c'était des Américains. Bon, ils sont partout, de toute façon. Donc, là, c'est des FileMakers des Américains avec qui on va signer un contrat de partenariat, carrément, pour qu'ils puissent recruter au fur et à mesure du temps des étudiants chez nous. Donc, on a vraiment de tout. Un noyau de Français assez dur, bien sûr. Après, qu'est-ce que va être le résultat? Très sincèrement, je ne peux pas évaluer après le départ de ce job fair le résultat. Très sincèrement, pour savoir si un étudiant a réussi, en fait, c'est à peine évaluable. Moi, ce qui m'intéresse chez un jeune comme Nathan, c'est finalement peut-être 5 ou 6 ans après la sortie de l'école. Ma question que je vais lui poser, c'est est-ce que tu as transformé tes rêves en réalité ou est-ce que tu les as transformés en cauchemar? Et ça, ce sera l'évaluation de l'école. Donc ça va prendre un peu de temps, parce que le temps qu'il termine et qu'il sorte, on a encore pour 6, 7, 8 ans. Alors Nathan, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ton séjour ici s'achève. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais profiter des derniers jours d'abord. Tu vas essayer de voir un petit peu les États-Unis. Ouais, je vais profiter et c'est quoi ton souhait? Moi, mon souhait, ce serait de revenir ici pour faire un stage dans la Silicon Valley. Dans une entreprise? Dans une entreprise américaine ou franco-américaine. En parlant à beaucoup d'ingénieurs ici et de développeurs, on voit combien eux sont valorisés. Enfin, c'est un peu les rois de la ville, enfin, si on peut dire ça comme ça, dans la région. Et donc c'est intéressant, je pense, pour tout étudiant de 40 ans en France, de venir passer un peu de temps ici, de découvrir la région. Et s'il a l'opportunité ou bien s'il a l'envie de chercher à faire un stage ici, pour après collaborer avec des gens qui travaillent dans des entreprises, comme l'a dit Kwame, qui aujourd'hui dirigent le monde, qui sont les plus grosses entreprises mondiales, et revenir en France, faire partager cette connaissance, et à terme, pour ceux qui ont des envies de créer quelque chose, recréer ce qu'ils ont connu en France et partir sur une aventure entrepreneuriale. Ok. Bon, bah merci et puis bon courage.